Nous passons maintenant à notre prochaine plénière, les parties prenantes et la gouvernance. Deux praticiens d'expérience vont discuter du contenu de la journée pour identifier les défis communs et proposer des pistes de solutions en lien avec l'action politique nécessaire pour induire des changements dans l'univers du Conseil scientifique. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel de la République française, et Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie à l'Organisation internationale de la francophonie. Accueillez aussi le modérateur de cette séance, M. Michel Audet, ancien sous-ministre au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. À vous, M. Audet. Merci beaucoup et bienvenue à tous et à toutes à ce panel, cette séance qui va mettre en vedette deux personnalités de la scène internationale que vous connaissez bien et qui incarnent les propos que nous avons tenus au cours des 4 derniers jours, à savoir ce lien entre le politique et la science, et puis tout le phénomène de la coopération internationale. Donc, on est très honoré d'accueillir Laurent Fabius et Louise Mushikiwabo, qui n'ont pas besoin de présentation, mais je vais quand même dire un petit mot en commençant par M. Fabius. Vous avez été président du Conseil constitutionnel français, vous l'êtes toujours depuis 1996. Vous avez été élu une première fois en 1978. Vous avez assumé de nombreuses responsabilités ministérielles sous les présidences de François Mitterrand, de Jacques Chirac et de François Hollande. Vous avez été premier ministre de la République, président de l'Assemblée nationale, et en tant que ministre des Affaires étrangères et du Développement international, vous avez présidé avec panache la COP 21, donc la fameuse COP 21, qui est un marqueur aujourd'hui dans le domaine du développement durable, et une conférence des parties qui accouchera du fameux accord de Paris en 2015. Madame Louise Mushikiwabo, que je retrouve avec beaucoup de plaisir, vous êtes une femme d'État rwandaise. Vous êtes la secrétaire générale de cette magnifique organisation qu'est la francophonie. Vous avez vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. Vous avez d'ailleurs appris le français. Vous avez fait carrière en communication à Washington et en Tunisie. Et en 2008, vous avez rejoint l'équipe ministérielle du président du Rwanda, où vous ferez votre marque comme ministre des Affaires étrangères. Vos réalisations et vos interventions au Conseil de sécurité et à l'Union africaine, ainsi que dans le monde diplomatique en général, font de vous une des 50 personnalités africaines les plus influentes du monde. Alors, bienvenue à tous les deux et c'est un privilège de vous recevoir. En commençant le dialogue avec Monsieur le Président Fabius, j'aimerais vous ramener à l'époque de la COP 21. Et à partir de ce filtre et de votre expérience, nous aimerions vous entendre sur les leçons que vous pouvez nous partager par rapport au rôle que joue l'écosystème scientifique dans le développement des politiques publiques et de l'influence de la communauté scientifique auprès des décideurs politiques. Monsieur Fabius. Monsieur Fabius, vous m'entendez? À vous la parole. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Fabius? Oui? Voilà, on vous entend. Je vous entends. Enfin. Vous avez entendu mon introduction? Vous avez entendu ma question? Absolument pas. Écoutez, je ne recommencerai pas. Je vous ai fait une belle présentation, d'ailleurs. Ah, ben, c'est gentil. Mais que je vous enverrai par courriel. Et puis, je vais tout de suite sauter dans le vif du sujet. Je faisais référence à l'accord de Paris et à la COP 21 que vous avez mené avec beaucoup de panache et d'autorité. Et à partir de ce filtre, nous aimerions savoir quelles leçons vous pouvez nous partager sur le rôle que joue l'écosystème scientifique dans le développement des politiques publiques et, entre autres, l'influence que la communauté scientifique a sur les décideurs politiques.
Oui, alors d'abord, ça me fait plaisir de bavarder avec vous. Je n'ai pas entendu votre introduction, mais votre question est très très claire. Je vais essayer d'y répondre à partir de mon expérience. J'ai eu la chance de présider la COP 21, l'accord de Paris, et j'avais coutume de dire, on me demande souvent, mais puisque c'est une conférence mondiale qui a obtenu beaucoup de succès, quelle est la clé du succès? Et j'ai coutume de dire que, en fait, c'est la rencontre entre trois planètes à l'époque, c'est-à-dire en 2015, la planète scientifique, celle dont on m'a parlé, la planète que j'appellerais de la société civile, c'est-à-dire à la fois les partenaires sociaux, les entreprises, les collectivités locales, les ONG, etc., et la planète des gouvernements qui, à l'époque, ont su s'accorder. Alors, je reviens un instant sur la planète scientifique. Bon, si on remonte pas loin dans le temps, mais enfin, il y a une quinzaine d'années, si vous organisiez une conférence sur le réchauffement climatique qui durait 2 heures, la première heure, c'était une partie des gens qui disaient il n'y a pas de réchauffement climatique, et la deuxième heure, l'autre partie ou les mêmes disaient oui, il y a peut-être un réchauffement climatique, mais c'est dû, on ne sait pas à quoi c'est dû. Bon. Et puis, il se trouve que les scientifiques, et j'insiste là-dessus, ont fait un travail tout à fait formidable. On fait toujours référence au GIEC, qui a abouti à ce que, en 2015, et même avant, grâce à leurs travaux, ils soient admis, à l'exception de quelques personnalités, je pense à Donald Trump et à quelques autres, ils soient admis par tous les gens sensés qu'il y avait effectivement un réchauffement climatique, que la cause principale était les énergies fossiles, et ils ont donné les pistes pour arriver à lutter contre le changement climatique et les objectifs. Et ce travail qu'ils ont fait en amont de la COP 21 a permis d'aboutir à une unanimité qui sinon aurait été absolument impossible. On a fixé l'objectif de plus de degrés ou plus 1,5 degré, la nécessité d'avoir des engagements, rehausser périodiquement, on a pris toute une série de décisions, etc. Et je le répète, sans le travail remarquable de la communauté scientifique, ça aurait été impossible. Alors, on se dit, mais alors, s'ils ont fait un tel travail, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que quand on regarde les chiffres aujourd'hui, malgré l'excellence des objectifs fixés à Paris et qui avaient été acceptés par tout le monde, c'est pas un scoop de dire qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation très difficile. Il s'est passé la chose suivante. Je parlais des trois planètes. La planète scientifique a continué à faire un excellent travail. Vous avez vu les rapports récents du GIEC qui évaluent les risques, qui fixent des objectifs pour le futur. Et fait positif, de nouveaux sujets ont été pris en compte scientifiquement. Je pense en particulier à tout ce qu'on appelle la biodiversité. Et donc les scientifiques ont rapproché les éléments climatiques, les éléments de biodiversité. Donc cette planète-là, la planète scientifique, je dirais qu'elle fait magnifiquement son travail. La planète sociétale, elle a aussi pas mal avancé. Les opinions publiques, les entreprises, je ne dis pas que toutes les entreprises font absolument ce qu'elles devraient faire, mais enfin il y a eu une évolution financière aussi, le travail des ONG, la prise de conscience dans la jeunesse et dans les populations. Donc tout ça, c'est positif. Mais, il y a un grand mais, c'est que, j'ai la tristesse de le dire, un certain nombre de gouvernements qui avaient pourtant signé l'accord de Paris, puisque tout le monde l'a signé, n'ont pas respecté leurs engagements, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation très difficile, et donc nous allons avoir, vous le savez, dans quelques semaines,
une conférence, la COP26 à Glasgow, qui j'espère donnera des résultats. Et puis nous avons la conférence de Kunming, qui est en préparation, sur la biodiversité. Enfin, toute une série de réunions. Mais puisqu'on s'intéresse ici à l'aspect scientifique, je dois dire que j'en ai tiré plusieurs conséquences, et c'est ça qui sans doute vous intéresse. Il est absolument indispensable pour le monde politique, qui est le monde des décideurs, d'écouter et d'associer les scientifiques et de préciser que, évidemment, la responsabilité de la décision appartient aux politiques, mais que l'association des scientifiques est décisive. Il y a aussi des conclusions à tirer sur le monde scientifique. Le monde scientifique doit continuer à chercher, à évaluer. Il doit de plus en plus décloisonner. Ça, c'est un mot clé. De moins en moins, on doit travailler en silo parce qu'on s'aperçoit que, en particulier dans le domaine de l'environnement, tous les problèmes sont liés. Le problème du climat, le problème de la biodiversité, le problème sanitaire, on le voit avec la Covid-19. Et puis, ça c'est peut-être plus intéressant, on s'aperçoit que le monde scientifique doit apprendre à simplifier ses conclusions sans les déformer. L'une des raisons pour lesquelles le GIEC a tellement aujourd'hui d'audience, c'est qu'il fait un résumé pour les décideurs qui n'ont pas à être des hyper spécialistes. Et d'autre part, le GIEC, qui est l'exemple même de ce qu'il faut faire, il n'invente pas, il travaille par consensus sur les travaux scientifiques faits à travers le monde. Donc, vous voyez, ça veut dire que du côté politique, on a des efforts à faire, mais du côté scientifique aussi. Et puis, l'élément tout à fait central et qui est au cœur de nos débats, c'est qu'il faut bien entendu associer la population, à la fois parce que c'est elle qui subit les conséquences des phénomènes, à la fois parce que c'est elle qui peut espérer des changements, mais parce que pour que les travaux des scientifiques et les décisions des politiques soient comprises, il faut qu'il y ait une certaine culture scientifique, en tout cas une certaine compréhension dans la population. Et on en vient toujours au même problème, qui est le problème de l'éducation à la science. J'imagine que Louise reviendra sur ce thème, parce que je sais que ce thème lui est cher. Et de ce point de vue-là, la francophonie a un rôle particulier à jouer. Voilà quelques éléments que je voulais dire. J'ajoute pour terminer que ça, je l'ai constaté personnellement lorsque j'ai mené les travaux de la COP21, mais je l'ai constaté aussi, et je dirais peut-être encore plus, dans une autre discussion que j'ai eue quand je m'occupais de la diplomatie française, qui est la préparation de l'accord nucléaire iranien. Vous vous rappelez cet accord de 2015 qui, malheureusement, a été mis en cause ultérieurement. Mais là, on avait besoin des scientifiques. Parce que quand il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est qu'une centrifugeuse, si il faut autoriser l'enrichissement de l'uranium au-delà de 3,67%, et pourquoi, etc., etc. Et c'est ça l'accord que nous avions passé. On a été amené à travailler de très près avec les scientifiques pour que nous-mêmes, les négociateurs, nous comprenions exactement ce à quoi il fallait arriver. Et ils ont rendu un très grand service pour arriver à l'accord. Voilà quelques éléments concrets que je voulais donner, qui j'espère peuvent être utiles. Oui, merci infiniment et c'est très pertinent, effectivement. Mais permettez-moi tout de suite de donner la parole à la secrétaire générale de la francophonie pour qu'on puisse avoir du temps pour revenir auprès de vous et peut-être prendre d'autres questions. Madame Oshikiwabo, Madame la secrétaire générale, vous avez sans doute pas compris ou entendu mon introduction tout à l'heure non plus. Non, mais je vous fais confiance. Alors, merci. Bienvenue et merci infiniment. Je sais que vous êtes à Cotonou, vous avez un agenda chargé. Merci de prendre du temps pour nous, Madame la secrétaire générale, parce que cet événement qui se termine aujourd'hui après 4 jours va accoucher d'un réseau francophone sur le conseil scientifique au gouvernement. Et à l'heure de grandes crises comme celle de la pandémie et des changements climatiques, beaucoup d'intervenants, d'acteurs politiques et scientifiques trouvent pertinent de créer ce réseau. Madame la secrétaire générale, suite à la pandémie, au cours des 18 derniers mois, vous avez voulu que votre organisation soit
pertinente pour la communauté internationale, pour la francophonie. Vous avez rapidement pris le leadership, donné de l'agilité à votre organisation, à ses composantes. Quel bilan faites-vous après 18 mois du rôle qu'a joué la communauté scientifique de la planète francophone dans la lutte à cette crise pandémique et dans l'influence que vous avez pu avoir avec les scientifiques auprès des décideurs politiques? Merci, merci beaucoup, Michel, et un grand plaisir de te retrouver. Ce serait prétentieux de dire que la communauté scientifique francophone s'est spécialement distinguée par rapport aux autres communautés linguistiques. Ce qui est évident, c'est que la communauté scientifique, toute langue confondue, toute communauté linguistique et de valeurs confondues, a joué et continue de jouer un rôle vraiment déterminant par rapport à cette pandémie et à la science d'une manière générale. Je dois absolument saluer les scientifiques parce que le monde entier, le monde francophone que moi j'ai suivi au jour le jour dès le début de la pandémie, était désemparé. Et on s'est tourné vers les scientifiques, ils ont répondu, ils ont travaillé avec détermination, de longues heures, jour et nuit, et surtout ils ont fait des pas de géant dans la recherche, notamment du vaccin, mais d'autres aspects aussi liés à cette pandémie. Donc, je voudrais tout d'abord vraiment commencer par saluer les scientifiques du monde francophone et du monde d'une manière générale. Alors, le bilan, je pense que le monde scientifique francophone a fait que les populations francophones, malgré cette pandémie qui continue, ce virus qui change de nom et d'identité, que le monde francophone a quand même pu jusqu'à présent tenir. C'est grâce aux scientifiques et c'est le bilan le plus important. Alors, la collaboration entre les gouvernements et les services de santé publique, c'était le cas au Québec, on a suivi la France où je vis tous les jours cette symbiose et ce recours à la science pour accompagner les citoyens. C'était absolument inédit, des mesures conjointes. Je suis au Bénin, dans cette zone, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, grâce aux scientifiques de cette région, a pu donner des mesures conjointement à toute la population de cette zone qui est surtout francophone en termes de sciences. Bien évidemment, les langues locales sont là. Mais pour moi, c'était cet élan des scientifiques francophones en soutien aux dirigeants, en soutien aux populations, est quelque chose d'absolument admirable. Alors, au-delà de la science plutôt médicale, plutôt recherche, je dois dire que, puisque la vie n'est pas que la médecine, d'autres domaines aussi de la vie de nos citoyens francophones, les conseils concernant les transports, par exemple, en cette période avec des protocoles sanitaires compliqués, les mesures de distanciation, le calcul de la distance entre individus dans des zones agglomérées, des conseils sur l'alimentation aussi basés sur la science, les dispositifs de travail, puisqu'on a été aussi en télétravail, mais de temps en temps aussi en présentiel, le commerce en ligne, tout cela, on a pu y parvenir grâce aux scientifiques. Et moi, je parle donc du monde francophone que j'ai suivi très, très régulièrement. Donc voilà pour moi un bilan positif du monde scientifique de l'espace francophone, mais d'une manière générale, vraiment, toute communauté linguistique confondue, les scientifiques ont été à la hauteur. Merci, Madame la secrétaire générale.
Vous avez tous les deux vous baignez beaucoup dans l'univers de la diplomatie. Monsieur Fabius, tout à l'heure, vous avez parlé de cette trilogie là, des planètes, là, de la planète science, de la planète société civile, de la planète gouvernement. Mais j'aimerais vous amener sur la planète diplomatie, c'est-à-dire que les diplomates ont joué un rôle important, entre autres dans la COP 21. Les diplomates jouent un rôle important, Madame la secrétaire générale, dans les différentes instances de la francophonie pour faire avancer les grands programmes qui naissent des sommets. Quel est le rôle, d'après vous, que doivent jouer les diplomates dans cette interface entre scientifiques, politiques et société civile? En commençant par vous, Monsieur Fabius. Bon, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Louise et redire mon admiration pour ce que font les scientifiques, en particulier dans le cadre de la lutte contre la Covid. Les recherches qui ont abouti dans un temps record. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'énormes problèmes, mais en particulier, un des problèmes majeurs, c'est l'inégale, la très inégale répartition des vaccins à travers le monde. Mais en tout cas, du point de vue scientifique, il faut saluer l'effort de la communauté scientifique, notamment de la communauté francophone. Alors, les diplomates, par définition, ils ont pour tâche de préparer des discussions, de mener des négociations, d'arriver à des résultats avec très souvent des compromis. Il est important que les diplomates eux-mêmes aient une certaine formation scientifique. Non pas qu'ils soient spécialistes de tout, il n'y a pas besoin de mener les équations du 4e degré, mais il faut quand même comprendre les sujets dont on a à traiter, et il faut dire que de plus en plus, dans notre monde contemporain, il y a, qu'il s'agisse de l'aspect médical, qu'il s'agisse de l'aspect de physique, de chimie, qu'il s'agisse de l'aspect financier, des données scientifiques à maîtriser. Ça pose tout le problème de la formation de nos diplomates. Ensuite, les diplomates ont un rôle essentiel de jouer les interfaces entre les différents éléments d'une société, y compris bien sûr les scientifiques, et entre le monde scientifique et le monde gouvernemental. Et il faut que, à la fois, chacun soit à sa place, mais il faut bien comprendre la responsabilité des uns et des autres. Et j'ai à l'esprit toute une série de travaux faits par nos ambassadeurs dans les différents pays, où ils travaillent très étroitement avec la communauté scientifique. Ensuite, quand on entre dans une négociation, il faut bien sûr, puisque l'objet de la diplomatie, c'est de trouver des résultats réels et applicables, que sans cesse, les diplomates aient à l'esprit à la fois les contraintes scientifiques, les progrès scientifiques et l'encouragement, ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. Donc, ça rend leur tâche à la fois passionnante et compliquée. Au moment où il y avait les grandes négociations du Congrès de Vienne en 1815, je ne suis pas sûr que Talleyrand avait des connaissances scientifiques, même si c'était quelqu'un, un esprit universel extraordinairement développé. Mais aujourd'hui, le diplomate doit être multifacette. C'est ce qui rend d'ailleurs sa tâche extrêmement intéressante. Et il doit toujours avoir une relation, les pieds sur terre, avec ce qu'on appelle en mauvais anglais ou mauvais français l'implémentation. Bon, et je reviens à la fois au sujet que nous avons pris en exemple, que ce soit le climat, la biodiversité ou l'aspect sanitaire. Ce qui me frappe aujourd'hui, et les diplomates évidemment doivent être porteurs de cela, c'est que à peu près dans tous les sujets, il y a à la fois une dimension sociale et une dimension financière. Bon, vous ne pouvez pas avoir uniquement une approche
techniques sanitaires. Bon, la question du soin du Covid est largement aussi une question sociale et une question financière. Et il y a, on le constate malheureusement, de grandes inégalités de ce point de vue-là. Donc, je ne dis pas que le diplomate doit être une espèce de pic de la Mirandole moderne, mais en tout cas, il faut qu'il soit ouvert à la science et qu'il ait la capacité d'être un pont entre les différentes communautés qui forment une société. Merci, M. Fabius. Madame la secrétaire générale. Alors, je suis diplomate, pas de formation, mais de profession. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans ce domaine-là. Et j'ai parcouru le monde, bien évidemment, francophone et non francophone. Je connais les pratiques, j'ai géré une cinquantaine de missions diplomatiques à travers le monde. Je pense qu'on est, en tant que diplomate, on s'est rendu compte en fait qu'effectivement, on doit s'adapter rapidement quand les situations le dictent, comme ça a été le cas au début de cette pandémie. Nous, les diplomates, on est des messagers, on est des négociateurs, on donne des conseils à nos États, mais ce qui a été particulier, à mon avis, et c'est, je pense, d'une manière, vous me pardonnerez l'égoïsme, mais je trouve que vraiment dans le monde francophone, les diplomates sont devenus des agents de solidarité, ce qui était très important quand on ne savait pas, comme on dit en bon chrétien, à quel saint se vouer. Les diplomates ont su vraiment être porteurs d'une certaine solidarité francophone. Je l'ai vu avec les représentants des États membres de notre organisation à Paris, nos représentants à travers les 11 représentations dans le monde, les ministres des Affaires étrangères auxquels j'ai eu affaire à la fois concernant la crise sanitaire dans différents pays, les négociations sur la dette africaine pendant cette période. Les diplomates ont su vraiment s'adapter à cette crise et sans pour autant avoir cette formation scientifique qui est importante, comme le dit Laurent Fabius. Ils ont négocié quand les espaces aériens ont fermé tout d'un coup. Ils ont su négocier des accords, ils ont négocié l'évacuation des citoyens, ils ont organisé le transport, ils ont travaillé sur le partage du vaccin, ils ont conduit des discussions économiques parce que les pays devaient se parler. Et je pense que le rôle des diplomates aussi, à un niveau peut-être moindre que celui des scientifiques, qui était vraiment une question de vie ou de mort, les diplomates ont joué et continuent de jouer un rôle très, très important. Merci. Écoutez, le temps file. Moi, j'aurais passé 1 heure à échanger avec vous. Et je suis convaincu que nos participants un peu partout dans le monde aussi auraient aimé. Ce sera sans doute à charge de revanche. Mais à titre de mot de la fin, Madame la secrétaire générale, j'aimerais que vous nous disiez en quoi la communauté scientifique doit vraiment s'intéresser aux travaux du prochain sommet à Djerba dans les prochains mois. Écoutez, tout d'abord, être tout près de nous pour qu'on puisse conduire ce sommet dans des conditions sanitaires maximales. Je sais que la vaccination est très, très avancée au niveau de l'île de Djerba. Je suis en contact avec les autorités tunisiennes. On est en train de mettre en place une bulle sanitaire autour de l'île de Djerba. Et déjà, on a besoin de conseils pratiques. Mais je pense que dans nos débats, lors de ce sommet dont le thème est la connectivité, à la fois technologique mais aussi humaine, on aura vraiment besoin d'être guidé par les scientifiques. Peut-être une demande
que j'aimerais faire passer à tous ceux qui suivent nos échanges et qui ont participé à cette conférence, c'est de vraiment tout faire pour que la langue française soit de plus en plus que ce n'est le cas aujourd'hui, la langue de la science également. Nous vivons dans un monde multilingue, nous sommes à l'ère d'une francophonie décomplexée. Nous sommes agiles, nous sommes prêts à nous adapter aux changements, à collaborer avec d'autres langues. Mais vraiment, je formule le vœu que la langue française soit beaucoup plus présente sur la toile. On y travaille à la francophonie, dans nos programmes de découvrabilité, d'ailleurs, pour lesquels le gouvernement du Québec est très impliqué, d'autres membres de notre organisation aussi, au niveau des publications scientifiques, au niveau de la disponibilisation des ressources qui sont à caractère scientifique, mais en langue française. Je termine donc par cette demande sur laquelle j'insiste beaucoup. Votre appel est bien entendu. Monsieur Fabius, le mot de la fin peut-être sur la solidarité francophone par rapport à ce phénomène du conseil scientifique auprès des gouvernements? Je rejoins tout à fait ce que vient de dire la secrétaire générale de l'OIF, Louise, qui mène un travail excellent. Je ne pourrais pas mieux dire. Mais je voudrais ajouter un point qui sûrement est constaté par tous ceux qui nous écoutent. Parmi les innombrables conséquences négatives de la Covid, de la pandémie, il y a le fait que maintenant, on doit très souvent travailler en ligne, comme on dit, et qu'il est impossible d'être présent. Or, vous avez parlé de diplomatie. Je constate par expérience que, je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, mais rien ne remplace le contact direct. Tout à l'heure, on parlait de la COP21. S'il n'y avait eu que les échanges en ligne, on ne serait jamais arrivé à convaincre, à partager, à trouver les compromis nécessaires. Et donc, je ne dis pas cela comme un vœu pieux, mais je dis que nous sommes à une époque où il est d'autant plus nécessaire de tout faire, on revient aux scientifiques, pour trouver à la fois la disponibilité des vaccins puis des médicaments, qu'on a besoin, dans ce monde de solidarité dont parlait fort bien Louise, qu'il y ait le contact direct et le contact humain. Une négociation, c'est pas simplement de prendre la parole à travers un écran. C'est ce qu'on appelle en bon français body language, c'est les compromis, c'est les échanges, et puis c'est aussi de faire évoluer sa propre position et de comprendre celle de l'autre. Et au fond, c'est le paradoxe de ce monde contemporain. À la fois, on n'a jamais eu autant de facilité à communiquer à distance, mais en même temps, je crois qu'on ne s'est jamais autant rendu compte que rien ne remplace la présence directe et la solidarité. Écoutez, à défaut de vous serrer la main et de vous embrasser, je vous remercie infiniment de votre disponibilité, de votre générosité, et au plaisir de vous revoir très bientôt en chair et en os. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Un immense merci à Mme Louise Mushikiwabo et M. Laurent Fabius pour cette discussion et aussi pour cette incursion sur la planète diplomatie, pour reprendre les mots de notre modérateur, Michel Audet, qu'on remercie également. On prend maintenant une courte pause. On se dit à tout de suite.